Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire France NUM. France NUM qui est l'initiative gouvernementale et partenariale pour la transformation numérique des petites entreprises. Et le sujet du jour de notre webinaire, c'est intelligence artificielle et industrie, de la théorie au cas d'usage. Avec nos invités, on va revenir sur les grands principes de l'IA, partager un certain nombre de retours d'expérience de cas d'usage dans le monde industriel et également voir comment vous pouvez vous emparer concrètement d'outils de l'IA. Alors, je précise que ce webinaire est en fait issu d'une action qui s'appelle les routes vers l'IA, qui a été mise en œuvre par la DRETS Auvergne-Rhône-Alpes, l'ENE, expert du numérique en entreprise, en région Rhône-Alpes, le DIH Minasmart et un certain nombre de leurs partenaires en région Rhône-Alpes. Et du coup, pour présenter donc le contenu de ce webinaire aujourd'hui, nous avons Pierre Rosa. Bonjour Pierre. Bonjour. Donc Pierre, tu es chef de projet à l'ENE et Céline Issard-Guyot. Bonjour Céline. Bonjour. Bonjour à tous. Céline, donc, qui est référente en politique d'innovation numérique, donc à la DRETS Auvergne-Rhône-Alpes, donc service de l'État qui intervient notamment sur le champ de l'économie. Alors, avant de démarrer, quelques éléments techniques sur ce webinaire. Vous allez voir que en bas de votre écran, tout à droite, vous avez un bouton qui s'appelle Chat. Donc, ça vous permet d'échanger dans le fil de discussion. Donc, certains nombre d'entre vous l'utilisent déjà. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'utilisez pas le chat, mais utilisez le deuxième bouton en partant de la droite qui s'appelle Questions. Là-dedans, vous pouvez poser vos questions. Les autres participants au webinaire peuvent voter sur les questions. Et après, en fonction de la nature de votre question, on va y répondre, soit on va y répondre par écrit directement, soit à un moment, on fera une pause en cours de présentation et on se gardera aussi un moment à la fin pour répondre à vos questions qui auront recueilli le plus de suffrages. L'autre élément, c'est qu'en fait, vous avez un troisième bouton en partant de la droite qui s'appelle sondage. Et en fait, pour démarrer le webinaire et mieux vous connaître, on va vous poser un certain nombre de questions. Alors, la première question, c'est qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes une entreprise, alors on a mis sauf secteur numérique, c'est-à-dire est-ce que vous êtes client, une entreprise industrielle, c'est le sujet de notre jour, et donc client intéressé par l'IA et par le numérique pour votre activité? Est-ce que vous êtes un prestataire numérique? Est-ce que vous êtes une organisation institutionnelle, une association ou une autre entité? Le deuxième sondage porte sur votre secteur d'activité. Le troisième sondage sur la taille de votre entreprise ou de votre organisation. Et puis, pour voir un peu qui on touche sur toute la France, on aimerait bien, si vous en êtes d'accord, vous puissiez nous dire de quelle région vous venez. Voilà. Et puis, dernière question, et ensuite on démarre, c'est est-ce que vous avez déjà participé à un webinaire France NUM? Voilà. Alors, je passe tout de suite la parole à Pierre pour dérouler la partie la plus importante de la présentation. Voilà, Pierre, c'est à toi. Merci Alexandre pour l'introduction. Effectivement, donc pour rappeler, nous, ça s'intègre dans un programme qui s'appelle les routes vers l'IA. Donc, on a déjà fait 12 conférences dans 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes à destination de TPE, PME et d'ETI. Là, notre sujet aujourd'hui, c'est l'IA en entreprise, comment ça se passe. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on va déjà reprendre un petit peu l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est, et remettre un petit peu les bases. Je pense que tout le monde, généralement, quand je pose la question, est-ce que vous avez déjà utilisé ChatGPT, tout le monde me dit plus ou moins oui aujourd'hui. Mais l'intelligence artificielle, ce n'est pas que ChatGPT. Voilà. Donc, c'est reposer quelques petites bases rapidement. Et surtout, après, derrière, ce qui nous intéresse, c'est donner des cas d'usage et des exemples qui ont déjà été déployés sur des structures comme des TPE, PME, et en même temps montrer un petit peu les aides et les accompagnements qui sont disponibles
pour ce genre de projet. Par rapport à ça, pour remettre dans le contexte, je pense que c'est peut-être pas votre première conférence sur l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup aujourd'hui et c'est normal. Et grosso modo, il y a 3 choses à retenir. Il y a ChatGPT qui a pas mal bousculé le marché en termes d'application, qui a beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui. On parle beaucoup aussi de NVIDIA sur la partie carte graphique, qui permet de faire les calculs sur les modèles d'intelligence artificielle. Et également sur la partie réglementaire, où on a l'Union européenne qui a lancé une réglementation qui s'appelle l'IA Act. Donc 3 sujets sur l'intelligence artificielle. Comment on définit l'intelligence artificielle? Donc c'est pas moi qui vais faire la définition, j'ai laissé cette définition à Yann Lequin, qui est chercheur en IA côté Meta, et qui définit l'intelligence artificielle comme étant la capacité qu'aurait une machine à exécuter des tâches et à résoudre des problèmes normalement attribués aux humains ou aux animaux. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une machine qui est capable d'apprendre, de comprendre et de prendre des décisions de manière autonome. Une fois qu'on a dit ça, dans l'esprit général, il faut bien dissocier le concept d'IA forte, IA faible. Quand j'arrive dans des entreprises, des fois, j'ai des dirigeants qui me disent moi, je veux une IA pour gérer toute mon entreprise. Et là, je leur dis, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà. Ce concept d'IA forte, ça serait une IA qui serait comme vous et moi, qui aurait une compréhension générale de tout et qui serait capable de prendre des décisions sur tout. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Voilà. Ça existera peut-être demain. À vous de vous faire votre idée là-dessus. Mais aujourd'hui, on est sur de l'intelligence artificielle faible. Donc, c'est une IA qui est spécialisée sur une tâche en particulier avec une seule compréhension sur une tâche en particulier. Vous changez de tâche, vous changez d'algorithme, vous changez de base de données, il faut réentraîner le modèle, etc., etc. Voilà. Par rapport à ça, donc là, je vais pas vous refaire tout l'historique. L'intelligence artificielle, ça fait déjà pas mal d'années que ça existe. C'est un grand concept très large. Là, l'idée, c'est juste de détailler qu'est-ce que le machine learning et qu'est-ce que le deep learning pour avoir un peu de connaissances générales. Avant cela, il faut voir qu'on avait des systèmes experts et on a toujours des systèmes experts qui fonctionnent très très bien. Un système expert, ce qu'il faut retenir, c'est comme un docteur qui apprend plein de choses et donc qui se base sur des règles. Et par rapport à ces règles-là, il va mettre un mécanisme en place pour appliquer ces règles. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent très bien sur du médical, sur de la reconnaissance de tumeurs, de cancers, parce qu'on a besoin de savoir ce qu'on met dans la machine et on a besoin de savoir quelles sont les règles. Donc, des fois, on a juste besoin d'utiliser un système expert et on ne va pas forcément faire appel à du machine learning en fonction de vos projets ou de deep learning. Si on veut rendre le système apprenant, c'est là où on va passer sur du machine learning. Le machine learning, en quelques mots, on part d'une base de données. Donc là, on va avoir des images, dans notre cas, de chats et de chiens. Elles sont soit étiquetées, c'est-à-dire que sur l'image, on a une petite légende en bas qui nous dit que ceci est un chien, ceci est un chat. Voilà. Donc, il y a eu des travaux qui ont été faits avec Fefeli, qui est une chercheuse américaine, qui a lancé ImageNet, qui est un site qui permet de recenser et de créer des banques d'images qui nous permettent derrière d'aller entraîner des modèles. Une fois qu'on a notre modèle entraîné, le but du jeu, c'est d'aller le tester. Donc, on lui lance des images de chats et de chiens qui n'ont pas servi à l'entraînement du modèle. Et là, si notre modèle est bien entraîné, il doit nous reconnaître que c'est des chats et des chiens. Voilà. Donc ça marche très bien aussi dans l'industrie. On peut faire ça avec des vis et des boulons. J'ai d'autres exemples que je vous donnerai après derrière. Ce qu'il faut voir dans ce machine learning, c'est qu'il y a plusieurs types d'apprentissage en fonction des données qu'on va utiliser. L'apprentissage supervisé, non supervisé ou du renforcement. Voilà. Et donc ça, ce sera le travail de l'ingénieur en IA de trouver ce modèle, de trouver l'algorithme qui fonctionne bien pour votre cas d'usage et d'aller entraîner le modèle. Le deep learning, cette fois-ci, c'est de l'apprentissage profond. Donc, on change d'architecture et on va parler de réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, ils sont organisés en différentes couches, comme on voit sur notre exemple. Là, si on donne une image de chien, le but du jeu, c'est que notre modèle en IA reconnaisse que c'est bien un chien. Donc, le réseau de neurones, on a différentes couches et chaque couche de neurones va effectuer une opération mathématique qu'elle va pondérer, qu'elle va passer à la couche suivante. Ce qu'il faut voir dans ce genre d'architecture, c'est que généralement, chaque couche de réseau a une action en particulier. Dans le cas de la détection d'images, les premières couches, elles vont détecter les pixels. Et après, elle va passer à la couche suivante qui va essayer d'identifier les contours. Donc là, les contours, ça va être des pixels noirs, par exemple, qui après, il va falloir assembler pour identifier qu'on a bien une oreille, un nez, etc.
et les dernières couches vont essayer de trouver quel type de chien c'est, par exemple. Voilà. Donc, c'était une introduction assez rapide sur le temps qui nous est imparti. Ce qu'il faut retenir vraiment, c'est qu'aujourd'hui, on est sur l'intelligence artificielle faible. Donc, dans vos entreprises, vous allez sûrement faire intervenir différents modèles d'IA pour différentes tâches ou différents cas d'usage. Et le modèle d'IA est vraiment le résultat de l'algorithme appliqué. Et derrière, c'est que des maths, on a des algorithmes mathématiques. Voilà. Et le deep learning est vraiment une sous-catégorie du machine learning. Et si on regarde le graphique à côté, on voit bien que ChatGPT, au travers d'OpenAI, est vraiment une sous-partie du deep learning. Donc vraiment une brique de la grande famille de l'intelligence artificielle. Une fois que j'ai dit ça, donc là, après, c'est de se dire, bon, ok, on voit que l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui est très large. Ce qu'il faut voir, c'est que l'IA, pour moi, c'est un outil ou une solution à un besoin ou un irritant dans une entreprise. Voilà. Je pourrais prendre toutes les fonctions de l'entreprise et dire, voilà, dans chaque fonction, vous pouvez mettre de l'IA ici, ici, ici. C'est assez rébarbatif et il va y avoir des redites. C'est pas très intéressant. Le mieux pour essayer vous, demain, de déployer de l'IA dans votre entreprise, c'est de comprendre ces possibilités de l'IA et de se dire où est-ce que l'IA est intéressante à aller mettre en place. C'est pour ça que je préfère une explication plutôt en disant aujourd'hui, l'IA, ça fonctionne très bien sur différents types de données qu'on a identifiés, donc au moins 4 types de données. Tout ce qui va être de l'analyse de texte, tout ce qui va être de l'analyse de l'audio, donc là, sur de la parole, et des images aussi également. Donc tout ce qui va être, dès que vous avez un process qui fait intervenir des images ou de la vidéo. Et enfin, le dernier point, c'est les autres données qui sont la partie un petit peu plus complexe où là, on va avoir toutes les données de l'entreprise. Aujourd'hui, vous avez des ERP, vous avez de la CRM pour tout ce qui est relations et vous avez des MES, vous connectez vos machines, vous remontez de la donnée, etc., etc. Et donc, c'est comment moi j'arrive à exploiter toutes ces données-là au travers de l'intelligence artificielle pour arriver à mettre en place quelque chose qui est intéressant dans mon entreprise. Donc, si on prend maintenant par différents types de données, surtout ce qui va être analyse de langue, donc là, on va appeler ça des NLP, Natural Language Processing, donc c'est tout ce qui va analyser la langue. Donc, la langue, ça va être des emails, du texte, des documents internes, etc., etc. Voilà. Là, les applications courantes, c'est de la reconnaissance de texte ou de la génération automatique de texte, ce qu'on va retrouver sur des agents comme ChatGPT ou Mistral côté français. Voilà. Donc, les cas d'usage assez génériques, là, on va pas rentrer trop dans le détail, tout ce qui va être gestion documentaire, classer, rechercher dans des documents, du service client, dès que vous avez des échanges en chatbot pour analyser sur un chatbot, et on peut aussi faire de l'analyse de sentiments et de tendances, un peu moins utilisé côté industrie. Les quelques exemples qu'on a là-dessus, on va avoir Ask Bosch, qui est un assistant qui a été développé chez Bosch, qui est un assistant interne et qui permet de faire de la recherche dans toutes les bases documentaires. Voilà. Donc, eux, ils ont commencé avec un projet assez simple, c'est qu'ils ont beaucoup de clients où ils doivent signer des NDA et là, il faut analyser tout le NDA. Donc, ils ont commencé d'abord sur ce volet-là à récupérer tous ces documents-là et faire des synthèses rapides sur la partie NDA. Aujourd'hui, à Bosch, il est vraiment déployé dans toute l'entreprise. Donc, c'est vraiment une intégration complète. Et par exemple, on est capable aussi d'aller interroger cet assistant pour créer des dashboards de pilotage au travers, par exemple, de l'outil de Power BI. Donc, on peut le questionner et il est capable de générer des dashboards. Voilà. Je ne l'ai pas encore vu tourner, mais j'aimerais bien le voir tourner effectivement. Et c'est une belle réussite côté assistant. Un autre exemple qu'on a déployé cette fois-ci, nous, à l'ENE, c'est on accompagne des e-commerçants et donc eux, ils reçoivent énormément de fiches produits qu'ils doivent pousser sur leur site internet. Et là-dessus, avant, ça se faisait manuellement. Donc, une personne reprenait la fiche produit et renseignait toutes les informations, donc le poids, la caractéristique, toute la description technique, etc., etc. Donc là, aujourd'hui, on est en capacité de faire une automatisation et de récupérer toutes ces informations-là, de les extraire de la fiche produit et de les pousser directement sur le site marchand. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas magique, on reste quand même sur du 80-20. L'IA va faire 80% du travail, mais il faut derrière repasser pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu ce qu'on appelle des hallucinations. C'est un biais côté IA qui nous aurait mis n'importe quoi dans notre fiche produit.
Et enfin, le dernier exemple, cette fois-ci, d'un prestataire qu'on fait travailler, qui, eux, accompagne des entreprises de BTP. Donc là, l'idée, c'est d'aller récupérer tous les documents d'un chantier, d'analyser tous les documents du chantier pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'anomalie sur le chantier. Un des exemples assez simples, c'est imaginons que l'architecte ait designé un escalier qui tourne à droite à un étage et à l'étage du dessus, il tourne à gauche. Plutôt que d'avoir un semi-remorque qui arriverait sur le chantier avec un escalier en béton et on se rend compte que c'est pas le bon sens de rotation, et là, on a une IA qui analyse tout ça et qui va détecter et prévenir des erreurs et qui va faire juste derrière du push to mail. Donc, elle va envoyer au conducteur de travaux un mail en lui disant attention, potentiellement, il y a une erreur. Voilà. Donc, elle va analyser aussi tout ce qui est ferraillage, etc., les quantités pour regarder si effectivement les quantités sont bonnes et si elle détecte un écart par rapport au chantier précédent, va envoyer des mails. Là, j'en ai fini sur la partie analyse de texte. C'est quelques exemples assez rapides. Je pense que vous, dans vos entreprises, vous avez déjà quand même pas mal essayé ChatGPT et ou alors essayé de déployer aussi ce qu'on appelle des RAG, qui sont des assistants basés sur l'analyse de vos documents en interne. Maintenant, je vais parler plutôt sur la partie analyse de la parole et de l'audio. Ce qu'il faut voir, c'est que là, on va avoir deux IA qui vont interagir. On va avoir une première IA qui est surtout sur la reconnaissance automatique de la parole. Le but du jeu, c'est d'aller récupérer le fichier audio et de le transformer en fichier texte. Et derrière, on va avoir une autre IA qui va faire de l'analyse de texte pour essayer de comprendre le texte derrière. Donc là, ça va être tout ce qui est génération automatique de texte à partir de dictée vocale. Je donnerai des exemples d'applications qui existent. Tout ce qui va être transcription et dictée aussi. La traduction de contenu audio. Donc là, j'ai pas mis un exemple qu'on donne d'habitude, mais on peut faire des enregistrements en français et aujourd'hui, on a des agents en IA qui sont capables de traduire la parole dans n'importe quelle langue en gardant l'intonation de la personne et en gardant le mouvement des lèvres. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien et qu'on peut aller commercialiser ou pousser en tout cas sur des réseaux sociaux derrière. Voilà. Les cas d'usage, ça va pas mal servir tout ce qui est service client, la communication aussi, ce qu'on peut voir apparaître, on peut voir apparaître des chatbots aussi dans les conversations et une partie de la productivité aussi en interne. Sur les exemples, donc là, ça va être tout ce qui est synthèse de réunion. Je pense que dans Teams, vous avez peut-être essayé aussi. On a maintenant les outils Microsoft intègrent Copilot. On peut aller demander aussi de faire des résumés directement de toutes ces informations. Donc là, il va enregistrer tout l'audio et derrière, il va faire des recommandations. L'exemple qu'on a donné ici, c'est un exemple qui s'appelle MeetGeek, qui est un outil qui fait pareil que l'outil directement intégré dans Teams. Et ce qu'on peut voir et ce qui est intéressant dans ces outils, c'est ils vont aussi identifier ce qu'on appelle les next steps, donc toutes les prochaines étapes dans vos réunions. Et on peut pousser ces prochaines étapes directement, des fois dans des Kanban, en allant automatiser tout ça. On a testé beaucoup d'outils, nous, dans notre association au sein de l'ENE. Tout ne fonctionne pas super bien et des fois, on se rend compte que en fonction de la typologie du meeting, on va pas avoir les mêmes résultats et c'est là aussi où il faut aller tester ce genre d'outils et se dire à quel moment je peux utiliser ces outils-là. Est-ce que je peux les utiliser en codir? Est-ce que je peux les utiliser sur de la conversation, sur des meetings plutôt commerciaux, ce genre de choses. Voilà. Là, on a un autre exemple, cette fois-ci, d'un prestataire en IA qui a développé une solution SaaS pour répondre à un besoin. Il s'est rendu compte que la capitalisation de connaissances dans les entreprises, c'était un problème. Vis-à-vis de ce problème-là, donc ils se sont dit, nous, on est en capacité d'apporter une solution avec de l'intelligence artificielle. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont développé une application SaaS qui permet, imaginons là, dans notre cas, d'être sur un chantier, d'avoir un sachant qui est en train d'effectuer une tâche, il ouvre l'application et il fait un mode de dictée vocale. Sur ce mode de dictée vocale, il va dire ce qu'il est en train de faire. Je suis en train de visser un TI-42, j'ai coupé la vanne d'eau, j'ai oublié, j'ai mis mes équipements de protection individuelle, j'ai respecté telle ou telle procédure, etc., etc. Voilà. Donc, il peut le faire avec son jargon, il peut le faire de manière complètement déconstruire, revenir à des points précédents, etc. Il n'y a pas de souci. Et après, une fois qu'il appuie sur enregistrer, il va prendre des photos et des vidéos. Et derrière, on va avoir un autre modèle d'IA
qui va retranscrire tout ce qui s'est dit. Le but du jeu, c'est de hiérarchiser tout ça et de dire étape 1, étape 2, étape 3, etc. Tout est correctement enregistré et d'une manière de procédure avec différentes étapes. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, c'est sympa d'avoir une fiche technique. Le but du jeu, c'est quand même de l'utiliser. Donc derrière, on va avoir un autre outil qui va nous permettre de faire de la recherche de base de connaissances. Donc là, avec quelques mots-clés, on est pareil sur un chantier, cette fois-ci avec un non-sachant et qui va demander dans l'outil de recherche comment visser un TI-42. Et là, derrière, normalement, le moteur de recherche va nous retrouver la bonne fiche, mais surtout, dans certains cas, il va nous retrouver effectivement l'étape qui nous intéresse. Et c'est là aussi où on va aller beaucoup plus vite, parce que imaginons si la fiche fait quelques pages, c'est un peu compliqué sur un chantier de se passer quelques pages. Donc là, on va vraiment avoir l'étape ou l'information qui nous intéresse. Voilà. Pareil au niveau des vidéos, si on a une vidéo d'1 minute, le but du jeu, c'est de trouver le bon timing. Par exemple, c'est à la 40e seconde que l'information nous intéresse. Et l'IA doit nous envoyer à la 40e seconde de la vidéo. Voilà un petit peu pour cet exemple de capitalisation. Donc ça, c'est des outils qui se lancent sur le marché. On est vraiment au début de l'utilisation de ce genre d'outils, mais on voit que ça arrive de plus en plus. Cette fois-ci, sur la partie analyse visuelle. Donc là, j'ai fait tout ce qui est analyse de texte, analyse audio. Et là, cette fois-ci, l'analyse visuelle, c'est ce qu'on va appeler du computer vision. Donc ça va être dès qu'on a des images ou des vidéos, l'IA est en capacité d'aller analyser les images. Donc là, on peut, à partir d'une image, catégoriser des objets, analyser l'environnement sur un flux vidéo pour faire de la surveillance de zone. Voilà. Donc, la plupart des exemples qu'on a aujourd'hui, ça va être sur du contrôle qualité, de la maintenance préventive aussi sur certains équipements et c'est très utilisé aussi sur les robots industriels. Sur ces exemples, donc là, on a sur les routes vers l'IA, on a tourné différentes vidéos avec les différentes entreprises. Cette fois-ci, on est sur une entreprise, REI Industrie, qui fait du réemploi d'équipements industriels. Donc eux, ils vont démonter des lignes complètes et obsolètes chez certains industriels et ils vont aller récupérer les cartes électroniques. Une fois qu'ils ont les cartes électroniques, il faut qu'ils les testent et qu'ils les remettent en état de marche pour les remettre sur le marché derrière et les revendre. Généralement, ils les revendent sur eBay. Donc, par rapport à ça, eux, ils avaient un problème. C'est que dans l'entreprise, on est sur une TPE d'une dizaine de personnes et il y avait 1, voire 2 sachants qui connaissaient parfaitement les cartes électroniques et qui sont en capacité de reconnaître toutes les cartes électroniques. Et là, c'est assez chronophage et c'est ce goulot d'étranglement, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut traiter les cartes électroniques et renseigner tout ça. Une fois qu'ils ont la carte électronique, en plus, pour la mettre en vente, il faut qu'ils récupèrent toutes les données, c'est-à-dire le voltage, la fiche technique, tout ça, et qu'ils le poussent correctement dans une fiche descriptive pour le vendre derrière. Et ça aussi, ça prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, ils passaient 45 minutes par carte électronique. Donc, ils avaient un stock gigantesque, ils avaient du mal à traiter. Et donc, ils se sont dit, est-ce que l'IA peut être une solution à notre besoin? Et donc, ils ont fait appel à un prestataire. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris, sur chaque carte électronique, on a un code barre et une référence. Donc, ils ont pris en photo ce code barre et cette référence, et au travers d'un algorithme qui permet d'aller identifier tout ça, ils vont aller chercher sur Internet, sur tous les sites constructeurs, les informations des cartes électroniques. Et là, on a un automatisme qui va nous rentrer automatiquement toutes les informations sur notre base de données en interne de l'entreprise et il va nous pousser la fiche et télécharger tous les documents pour qu'on puisse mettre en ligne cette carte électronique et la vendre. Donc là, on a un retour d'expérience. Vous regarderez après ce webinaire, il y aura une page disponible sur France Num où vous aurez les retours d'expérience directement de l'industriel qui a déployé ça. Le retour qu'on a, c'est que ça fait gagner beaucoup de temps. Comme je disais, on passe de 45 minutes à 3 minutes. Il a embauché une toiletteuse pour chiens qui ne connaissait rien en carte électronique. Donc, ça lui a permis aussi d'aller recruter des personnes qui n'ont pas forcément les compétences. Et en même temps, on a une certaine fiabilisation des données puisque les données sont renseignées de manière automatique et plus de manière manuelle. Voilà.
Ce qui est intéressant sur le retour, on l'a fait intervenir sur pas mal de routes vers l'IA. Ce qu'il nous disait, c'est que c'est un projet métier et lui, il s'était dit au début, je vais déployer ça et je vais pas le subventionner, mais je vais le faire en fonds propres. Et déployer un projet comme ça, certes, on a de l'IA derrière, mais il y a toute une application à aller développer aussi également et on va rentrer dans du développement spécifique et ça reste quand même très très cher. Et c'est un coût non négligeable pour une TPE-PME. Donc, une des erreurs qu'il a fait, c'est de le faire en fonds propres. Et il a dit, moi, ce genre de projet-là, en fait, même si c'est un projet métier et très technique, il aurait fallu que je me fasse accompagner et surtout que je cherche du financement dessus. Voilà. Un autre exemple, cette fois-ci, sur une ESAT. Donc, ils font travailler des travailleurs handicapés en situation de handicap. Et ils font de ce qu'on appelle de l'ensachage. Donc c'est comme vous quand vous achetez votre armoire Ikea, derrière il y a des vis et des boulons pour monter l'armoire. Et là c'est pareil, ils sont en sous-traitance et ils vont faire tout le packaging et l'ensachage. Donc ils avaient des postes où avant on avait un opérateur non valide qui allait mettre des vis et des boulons dans un sachet et ensuite le mettre sur une balance pour s'assurer qu'il y ait le bon nombre de vis et de boulons en regardant vis-à-vis du poids. Et en même temps, on avait un opérateur valide à côté qui contrôlait que tout se passe bien. Donc ça, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a 2 personnes pour la même tâche et c'est assez coûteux pour l'entreprise. Donc là, ils se sont dit, est-ce que l'IA peut pas m'aider dans cette tâche-là? Donc, ils ont développé un outil, un banc connecté, où là, ils ont mis une caméra. On le voit sur la première image en haut, on a une caméra avec un éclairage particulier qui va aller regarder en temps réel ce que fait l'opérateur et ce que va disposer l'opérateur sur la paillasse. Et derrière, on a un modèle d'IA qui va analyser en temps réel et faire de la reconnaissance d'image pour regarder s'il y a bien le bon nombre de vis et le bon nombre de boulons. On a un écran en face qui permet à l'opérateur de savoir où est-ce qu'il en est sur le nombre de vis et de boulons. Et après, à la fin, on a un petit pouce vert qui nous dit c'est bon, il y a le bon nombre de vis et de boulons sur la paillasse, tu peux faire de l'ensachage et il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Donc là, ils ont supprimé la balance, ils ont supprimé l'opérateur valide à côté et donc ça marche plutôt bien. Ce qu'il faut voir dans ce genre d'outils, c'est que c'est un entraînement qui est très long. Eux, ils se rendaient pas compte des banques de données de vis et de boulons ou en tout cas, il n'y en avait pas des masses sur le marché. Donc, ils ont dû constituer leur propre banque d'images et c'est ça qui a pris beaucoup de temps dans le projet, c'est de constituer cette banque d'images. Et pareil, demain, s'ils changent de sous-traitant et qu'ils vont changer de type de vis et de boulons, il faut aller réentraîner notre modèle d'IA avec la bonne pièce. Donc, c'est ça aussi qui prend pas mal de temps à faire sur le modèle d'IA. Là, aujourd'hui, ça tourne sur 8 postes. Et le retour qu'on a aussi de l'entreprise, c'est surtout que des fois, on avait des personnes non valides qui ne se sentaient pas de faire la tâche. Et là, d'avoir cette aide avec une caméra et un modèle d'IA derrière qui tourne, ça donne la possibilité à des travailleurs handicapés qui ne se sentaient pas d'aller sur ce genre de poste, d'y aller en se disant, c'est pas grave si je fais une erreur. Moi, derrière, j'ai un assistant IA qui va m'aider et ça me réconforte et donc je vais tenter l'aventure et tenter ce poste-là. Voilà. Un autre exemple sur l'analyse de flux vidéo dans les entreprises. Là, l'exemple classique qu'on va avoir sur les besoins d'entreprise, c'est de la détection de pays. Donc tout ce qui est équipement de protection individuelle, ça marche très bien. Alors le ROI, il va être surtout sur éviter un mort dans une usine. On sait de retour d'expérience que par exemple ArcelorMittal l'a mis en place dans ses fonderies et que ça fonctionne très bien aussi sur la détection temps réel de pays. Si demain vous voulez lancer ce genre de projet dans votre entreprise, si on fait de l'analyse de flux vidéo, ce qu'il faut voir, c'est que du temps réel, ça demande une grande capacité de calcul. Donc là, il faudra se poser la question de savoir, est-ce que vous déployez cette architecture IT chez vous ou est-ce que vous faites passer par un sous-traitant? Voilà. Pareil, sur de l'analyse de surveillance de site, c'est pas mal demandé aussi également. Ça a été très utilisé pendant les JO, où là, on a fait de l'analyse de site pour savoir effectivement s'il y avait des comportements suspects et analyser des comportements suspects et anticiper des interventions par rapport à la gendarmerie.
Donc là, on était sur les 3 exemples, analyse de texte, analyse de l'audio, analyse de l'image et de la vidéo. Et maintenant, on va donner des exemples plutôt sur les données d'entreprise. C'est là aussi où c'est un petit peu plus nébuleux et il y a vraiment beaucoup plus d'exemples. Et donc, ça va être l'analyse de toutes les données qu'on va retrouver dans des ERP, dans des CRM, dans de la MES, etc. Voilà. Le but du jeu, c'est d'aller optimiser vos processus, de gagner du temps et de faire des corrélations où là, un humain ne serait pas en capacité de faire ce type de corrélation. Alors, on a accompagné une entreprise qui s'appelle GPA. GPA, eux, c'est une casse automobile. Donc, ils font du traitement de véhicules hors usage. Ils reçoivent des véhicules et là, ils doivent se dire, le véhicule, est-ce que je le démonte et je vends les pièces détachées ou est-ce que je le retape et je revends le véhicule retapé? Ça, c'est ce qu'on appelle de la préorientation de véhicule. Ils n'ont pas attendu d'avoir un modèle d'IA pour faire ce travail-là. Donc, ils avaient déjà un algorithme qui fonctionnait très bien et qui faisait une préorientation à 85% bonne. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à la journée, ils traitent 120 à 150 véhicules. Donc, s'ils pouvaient améliorer ce pourcentage, ça leur ferait gagner quand même pas mal d'argent. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que cette fois-ci, ils se sont tournés pas vers un prestataire en IA, mais vers une école. Et ils ont demandé à l'école et à des étudiants de prendre leur base de données existante, donc leur historique. Ils avaient déjà plus de 2 années d'orientation de véhicules. Et là, le travail des étudiants, ça a été par rapport à cette base de données, d'identifier un modèle en IA qui pouvait convenir et d'entraîner le modèle pour regarder si on pouvait avoir un algorithme avec du machine learning qui faisait une préorientation meilleure. Et ils sont arrivés à un résultat de 92% de préorientation bonne. Donc là, l'entreprise était très contente, donc ils ont récupéré le modèle et l'ont réintégré chez eux pour utiliser ce modèle-là pour faire de la préorientation. Ils ont également demandé aux étudiants d'évaluer une fourchette de prix de revente des véhicules. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un prix de revente de véhicules, il faut quand même qu'il soit plus ou moins exact à 5% près, parce que sinon, ça va être soit pas assez cher, soit trop cher et on le vendra jamais. Donc là, ils ont donné pas mal de données aux étudiants et ils ont dit, regardez par rapport à ces données-là, est-ce que c'est possible de faire quelque chose où on peut avoir une orientation à plus ou moins 5%. Et ils ont essayé quelque chose et ils se sont retrouvés avec un modèle d'IA qui donnait un résultat bon à, cette fois-ci, plus ou moins 20%. Et là, ils se sont dit, effectivement, ça ne marche pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que des fois, il y a des projets en IA où on va se dire, potentiellement, l'IA peut fonctionner dessus, mais tant qu'on n'a pas essayé, tant qu'on n'a pas fait ce qu'on appelle un POC, une preuve de concept, on va pas savoir si derrière le ROI est atteignable ou non vis-à-vis des données. Là, l'enseignement qu'ils ont pu tirer de ça, c'est de se dire, par rapport aux données qu'on avait, il faudrait avoir des données beaucoup plus fiables sur les images du véhicule derrière, parce que effectivement, si un véhicule est rayé ou un petit peu endommagé, ça va influencer son prix. Et donc, il nous faut vraiment des visuels avec des photos qui soient beaucoup plus probantes. Et ça, on l'a pas dans nos bases de données. Et pareil, il va nous manquer d'autres données aussi de marché qui vont nous faire que le prix de vente sera bon à plus ou moins 5%. Et enfin, le but du jeu aussi, c'était de prédire le temps de déblocage d'un véhicule parce qu'ils font appel à des assurances et les assurances elles vont bloquer le véhicule tant que la procédure est en cours. Et là, ils se sont également rendus compte que ces données-là, elles venaient des assureurs et ils n'avaient pas en capacité de récupérer ces données pour pouvoir derrière faire un modèle prédictif de temps de déblocage. Voilà. Et que ça, c'était quelque chose qui n'était pas possible avec les données qu'ils avaient aujourd'hui et que demain non plus, ça sera sûrement pas possible parce que ces données-là, elles sont chez les assureurs et qu'on ne peut pas les récupérer. Un autre exemple, cette fois-ci sur de l'analyse de données. Là, on est sur, pareil, une petite entreprise d'une dizaine de personnes qui font de la découpe laser. Donc là, grosso modo, eux, ils prennent des grandes tôles métalliques et dedans, ils viennent découper leurs commandes clients. Donc, c'est un peu un Tetris. Vous avez des grandes plaques de 2 mètres par 2 mètres et dedans, il faut réussir à agencer les commandes clients. Eux, ils ont une problématique, c'est qu'ils doivent livrer leurs clients sous 24 heures. Si vous passez la commande le lendemain, il faut qu'elle soit palettisée et prête à être réceptionnée par le client. Donc, tout ça, ça leur crée des problèmes dans cette chaîne-là. Ils doivent récupérer toutes les commandes clients et essayer d'agencer au mieux toutes les commandes clients sur les tôles qu'ils ont et après les passer en production.
Il y a déjà des moteurs qui existent pour faire ce qu'on appelle de l'imbrication, hein. C'est du nesting pour se répartir ses commandes clients. Sauf que le problème qu'ils avaient, c'est que ces moteurs d'imbrication-là, ils prennent pas en considération certaines règles métiers qu'ils avaient, comme être en capacité de livrer le client sous 24 heures, avoir certaines commandes regroupées clients, parce que derrière, pour dépalettiser, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc pareil, ils ont demandé à des étudiants de créer un modèle d'IA qui va faire tourner plein de moteurs d'imbrication et derrière donner plein de résultats et d'aller optimiser ces résultats et sélectionner le bon résultat en intégrant les règles métiers. Donc là, pareil, ça a très très bien fonctionné. Avant, ils passaient 47 minutes manuellement à essayer de faire ces tests-là de leur côté. Et aujourd'hui, avec ce modèle d'IA, en 4 minutes, ils ont un résultat. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il fallait pareil faire tourner ce modèle d'IA avec une architecture IT et des cartes graphiques assez grosses. Donc là, l'entreprise s'est équipée de deux cartes graphiques qui leur a permis de faire les calculs très très vite et très rapidement. Et ils l'ont directement intégré chez eux dans la chaîne de production. Donc voilà quelques exemples de déploiement de l'intelligence artificielle qui ne sont pas que du chat GPT dans des entreprises et également des entreprises où on a cette fois-ci des TPE, PME qui ont déployé des modèles d'IA. La question qu'on se pose et que les industriels me posent généralement, c'est comment déployer, par quel bout prendre l'IA dans mon entreprise, parce que c'est très très large. Alors Pierre, pardon, peut-être on peut prendre un moment pour répondre à quelques questions sur la partie très riche que tu as développée, donc sur les différentes technologies et les exemples. Il y avait une question sur le cas de Bosch et sur l'analyse de la documentation interne. Question qui était posée par Dominique qui demandait si on était sur la technologie dite RAG. De RAG, effectivement. Ouais. Oui. Normalement, là, on est sur de la base documentaire au complet et la manière dont ils ont poussé l'outil, c'est effectivement un RAG. J'ai pas eu la chance et j'espère le voir demain parce que j'ai quelques contacts du coup chez Bosch pour le voir tourner, mais normalement, effectivement, c'est un RAG qui a été développé et poussé vraiment sur toutes les fonctions de l'entreprise. Donc le RAG, on précise, sous ton contrôle, c'est l'utilisation d'une IA sur des données internes à l'entreprise et l'exploitation, la documentation des ressources internes. D'accord, merci beaucoup. Alors on a aussi une question, c'est au moment en fait où tu évoquais l'exemple des assistants de réunion, question sur la confidentialité des données et le recueil du consentement. Je pense qu'on peut l'étendre à tout type de captation audio ou vidéo ou image. Tout à fait, oui, voilà. Sur le parti qu'on a pris quand j'ai fait les routes vers l'IA, j'aurais pu intégrer un onglet cybersécurité. Ce qu'il faut voir, c'est que dès qu'on fait de l'IT, que ce soit une solution d'IA ou n'importe quelle autre solution, il y a forcément une question de cybersécurité, de qu'est-ce que je peux pousser dans mes outils. Et ça, c'est effectivement quelque chose qu'il faut prendre en considération, mais qui peut prendre beaucoup de temps quand même à développer. Ce qu'il faut voir, c'est que sur des outils comme ChatGPT, il faut pas mettre tout et n'importe quoi. Sur des outils Gemini, etc. non plus. Et c'est pour ça que les entreprises vont se tourner vers ce qu'on a dit précédemment, des RAG, qui sont qui font appel au LLM d'OpenAI, mais par contre qui sont directement intégrés dans l'entreprise et qui, en termes de confidentialité, seront respectueuses de la RGPD et des fois des informations un peu plus sensibles. D'accord, merci beaucoup. Il y avait une question d'Agnès sur l'exemple du contrôle visuel des cartes électroniques. Est-ce que tu as en mémoire les pourcentages d'erreurs qui subsistent sur ce genre de technologie? Alors peut-être pas sur cet exemple précisément, mais... Alors le pourcentage exact, je l'ai pas effectivement, mais on s'approche. Pour ce type de techno, on est quand même au-dessus de 90% du taux d'erreur. Ce qu'il faut voir sur ce type de modèle, c'est que quand vous avez votre armoire Ikea à monter, si vous manque une vis, c'est problématique. Si vous en avez une de plus, c'est pas grave.
Donc là, quand on entraîne ce genre de modèle, on n'est pas à une vis près, ça va pas faire couler l'entreprise. Donc ils essaient généralement de dire il vaut mieux avoir plus de vis et plus de sachets que pas assez de vis. Donc c'est là-dessus qu'on va aussi essayer d'entraîner le modèle, c'est d'avoir vraiment un seuil minimum qu'il faut qu'il détecte, et c'est pas grave s'il en loupe une ou deux, mais il en faudra au moins plus dans le sachet. Très clair, merci beaucoup. Une question sur, à un moment tu as évoqué la possibilité de faire intervenir des étudiants. Une question un peu sur les types d'écoles qui forment à l'IA et qui peuvent avoir fournir des gens qui travaillent en projet, en stage, en apprentissage. Voilà, c'est comme je disais, sur les projets d'IA, soit vous avez un prestataire en IA déjà identifié qui est capable de vous accompagner et faire une preuve de concept dessus, ou des fois vous êtes sur, comme les exemples de GPA et les exemples avec l'atelier du laser sur la découpe laser, où on est sur des projets où on n'est pas sûr du résultat, il faut aller tester, et pour essayer d'amortir ce coût-là, il se tourne au travers d'écoles. Dans notre exemple, c'était une école qui est située à Valence et qui s'appelle les Isards, et qui fait des projets étudiants pendant 6 mois pour aller essayer de tester des outils et dérisquer tout ça. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors peut-être 2 dernières questions très rapidement. Question de Jean-Pierre sur la question des budgets de déploiement dans les PME. Alors j'imagine que c'est très variable en fonction des projets et des technologies. Tout à fait, ouais. Peut-être en le relayant à des exemples que tu as cités, si tu les as en tête. C'est pour ça que là, je mettais c'est bien parce qu'on est sur le slide du paysage des outils. Nous, on fait aussi des artisans, commerçants, TPE, PME. Si vous prenez un abonnement de ChatGPT, ça va vous coûter 10 €. Et il y a des artisans qui le font et ça fonctionne très, très bien sur de l'analyse documentaire et du résumé de documents. En regardant sur la partie confidentialité, bien entendu. Après, déployer un RAG, c'est un peu plus cher. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Si vous vous lancez sur des outils, après, vous avez des outils qui s'intègrent directement dans des outils existants. Hein. C'est l'exemple de Copilot. Sur les licences Copilot, là, on va tourner autour de 200 €. Microsoft a fait un très beau travail sur l'intégration de Copilot dans tous ces outils. Le retour qu'on a aujourd'hui, c'est que le moteur derrière le LLM qui fonctionne avec Copilot, des fois, il donne pas des résultats très probants. Et même si je comprends les entreprises qui veulent travailler qu'avec Microsoft, ça va être compliqué demain d'utiliser uniquement que Copilot. En tout cas, c'est le retour d'expérience qu'on a. Mais regardez, et je pense que dans plein d'outils que vous avez déjà, il y a de l'IA qui est intégrée où vous pouvez aller superposer ce qu'on appelle des add-ons pour intégrer des modules d'IA. Après, il va y avoir tous les outils verticaux. Donc là, on a donné 2 exemples. Il y a Edgen, qui est une plateforme qui va pouvoir faire la traduction de contenu. Si demain, vous devez communiquer dans plein de langues, eh ben, vous enregistrez une vidéo en français et après, vous avez la même vidéo dans n'importe quelle langue. Ça fonctionne bien. Toute la suite Adobe aussi intègre de l'IA et ça marche aussi. Voilà. Donc là, on est sur de la partie abonnement et plutôt cette fois-ci sur de l'IA, ce qu'on va appeler générative. Ensuite, vous avez, si dans vos entreprises, vous êtes en capacité de récupérer des modèles d'IA sur des plateformes, des LLM, et de créer vous-même, par exemple, votre RAG, et ben, vous êtes en capacité d'aller télécharger ça et ça va vous coûter moins d'argent. Par contre, il y a une question sur les compétences à avoir en interne dans votre entreprise. Et après, sinon, enfin, vous allez vous tourner sur des solutions sur mesure. Donc, vous allez faire appel à des prestataires qui développent des solutions en intelligence artificielle. Et là, ça peut vous coûter une preuve de concept sur un domaine assez détaillé, ça va vous coûter autour des 30 000 € la preuve de concept. Après, à déployer un peu plus, si demain vous devez développer une application, etc., on sera sur des ordres de grandeur à plus de 100 000 €, ça c'est sûr. Ça peut vite chiffrer. Et le souci que je disais, c'est que l'IA, voilà, on n'est pas capable. Moi, je peux vous dire, potentiellement, l'IA peut fonctionner sur de l'analyse d'image ou quoi que ce soit, sur du contrôle qualité, mais ne serait-ce si vous avez de la finition sur vos pièces ou des choses très complexes ou de la micro-fissure à aller analyser, il faudra forcément tester et aucun prestataire en IA va vous dire, moi, je suis en capacité de vous le faire avec une précision de tant de pourcents sans le tester. Voilà. Donc, il y aura forcément une partie de test avant. Et ce qu'on se rend compte, c'est l'exemple que je vous ai donné sur l'agent conversationnel, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui faisaient des IA sur mesure, qui ont fait beaucoup d'accompagnement avec des entreprises, qui ont vu des cas d'usage
qu'on pouvait démultiplier et qui développent eux-mêmes leurs propres solutions SaaS directement, Software as a Service. Et là, vous avez juste un abonnement et vous prenez l'abonnement, ce qui réduit le coût aussi de déploiement dans des PME. Donc là-dessus, en termes de coût, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le coût, il faut le comparer toujours au ROI. Et si derrière, vous avez un ROI, quel que soit le coût, des fois, ça vaut le cas d'aller essayer de tester la solution. Très clair, merci beaucoup. Je te laisse poursuivre, du coup, peut-être. Je vais enchaîner, effectivement, ouais. Pour essayer de finir dans le timing. Il me reste deux, trois slides. Donc, une fois que j'ai fait cette présentation sur la partie des différents outils qui pouvaient exister sur l'IA, ce qu'il faut voir, c'est la chaîne de valeur. Hein. J'en ai parlé, hein, de l'infrastructure. Si demain vous tournez vers de l'IA, il faudra se poser la question de l'infrastructure. Soit vous avez la capacité d'acheter des cartes graphiques ou de l'intégrer dans du cloud chez vous que vous avez déjà disponible, ou vous passez par des prestataires qui vont vous mettre dans la facture de l'infrastructure. Tout ce qui va être choix du modèle, entraîner le modèle et le faire perdurer dans le temps aussi également. Hein. Une fois que vous avez entraîné votre modèle, c'est pour une tâche, c'est ce que je disais précédemment, on est sur l'intelligence artificielle faible. Si vous voulez changer de tâche, reconnaître de nouvelles pièces sur du contrôle d'image par exemple, il faudra réentraîner le modèle et le faire vivre. Et enfin, c'est bien beau de faire des modèles d'IA, derrière il faut le déployer aussi dans les entreprises. Donc il va aussi avoir toute cette question du déploiement du modèle, soit l'intégrer dans des applications, soit l'intégrer dans vos systèmes à vous, dans l'entreprise. Voilà. Donc pour la faire rapidement, il n'y a pas forcément une stratégie précise pour déployer de l'IA dans des entreprises. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont tester du ChatGPT et qui encouragent leurs collaborateurs à tester en faisant attention à la partie cybersécurité. Voilà. On voit arriver pas du shadow IT, mais du shadow IA dans les entreprises où tous vos collaborateurs utilisent des outils, principalement ChatGPT, pour faire plein de tâches à non-valeur ajoutée et améliorer tout ça sans forcément avoir de visibilité. L'étape d'après, ça serait de formaliser une utilisation de l'IA dans l'entreprise. C'est très compliqué de faire une charte d'IA et de la respecter, hein, c'est un peu un vœu pieux, mais voilà, c'est au moins donner et sensibiliser vos collaborateurs dans l'entreprise pour comprendre les risques et où est-ce qu'on peut utiliser de l'IA, dans quel cas, et pas l'utiliser dans certains cas, et après faire ça. Et enfin, on a des entreprises qui ont adopté une politique de la donnée. Donc, eux, ils ont déjà une architecture IT qui est très centralisée, où ils vont récupérer toute la donnée de leur système de ERP, de leur suivi de prod, etc., et qui ont créé ce qu'on appelle des data lakes, des data warehouses, qui permettent derrière de faire de l'analyse de données. Donc, tout ce qui va être de la business intelligence, de la BI au travers d'outils de Power BI, qui est des fois la première étape sur de l'analyse de données avant de passer sur de l'analyse de données avec des modèles d'IA. Et ça, ce genre d'architecture aussi, c'est des politiques d'entreprise pour essayer de structurer son IT pour derrière être en capacité de déployer des projets en IA. Donc, une petite conclusion avant de passer la main. Ce qu'il faut retenir sur un projet d'IA, c'est qu'il y a toujours une question sur la donnée. Savoir les données que vous avez en entrée, est-ce qu'elles sont suffisantes et est-ce qu'on peut aller tester certaines choses. Et après, cleaner toute cette donnée. Donc, c'est un gros travail à faire. Et ensuite, tout ce qui va être puissance de calcul pour entraîner notre IA. Et derrière, les compétences. Soit vous passez par un prestataire et vous externalisez ces compétences en tant que TPE, PME, généralement ce qui est le cas. Soit vous allez internaliser certaines compétences, que ce soit sur de la partie IA ou que ce soit sur de la partie d'analyse de données, sur des data science, des data analysis par exemple. Je vais passer la main à Céline qui va vous présenter rapidement les différents accompagnements. Donc là, c'est une vue un peu globale des accompagnements qu'on peut avoir sur des projets en IA. Bonjour à tous, oui, je suis ravie de vous présenter ces éléments-là, sachant qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, comme dans toutes les régions en France sans doute, on a beaucoup de partenaires qui existent et qui interviennent, qui ont des compétences dans ce sujet. On peut citer des partenaires au niveau national, la DGE, France NUM, CCI France et son réseau, BPI France comme opérateur de l'État. Et on a aussi des pôles de compétitivité, des clusters spécialisés dans les entreprises du numérique et plus récemment les clusters IA qui sont spécialisés sur ces technologies avec des chercheurs et plein de compétences sur ces technologies nouvelles ou plus ou moins anciennes, hein, selon les sujets.
et bien sûr les interlocuteurs classiques et traditionnels généralistes comme les régions et les agences de développement régional. Donc c'est vrai que on a accompagné un petit peu dès le début la stratégie nationale IA en mettant en place une feuille de route État-région pour organiser les partenaires. Il y avait 4 axes dans cette feuille de route: former, sensibiliser, fédérer les opérateurs, faire travailler les académiques, les laboratoires, les écoles sur la recherche, et aussi les sujets aussi d'intégration et de diffusion de l'IA dans les TPE, PME. Du coup, on a recensé dans le cadre de ces routes vers l'IA un certain nombre de dispositifs ou d'accompagnement qui peuvent être utilisés, vers lesquels on peut orienter les entreprises, parce que le mot d'ordre principal qu'on diffuse, c'est ne restez pas seul. Il y a plein de monde pour vous accompagner, pour vous aider dans cette démarche, parce que vous l'avez compris avec l'intervention de Pierre, on est sur un projet qui embarque toute l'entreprise. On n'est pas seulement sur une techno un peu dans un coin juste de l'IT. C'est vraiment un projet d'entreprise où il faut viser 3 types de besoins: la montée en compétences sur l'IA, l'intégration des technologies et bien sûr la formation des salariés et la montée en compétences. Donc sur la partie sensibilisation, formation, on a eu notamment le cluster Digital League qui a monté un dispositif qui s'appelait IA Tout Comprendre, le pôle de compétitivité Minalogique qui existait, qui a aussi mis en place des vidéos en ligne disponibles, et plus récemment avec le cluster MIAI, donc les clusters spécialisés, pour donner à voir sur des approches très technologiques. Alors là, plus pour les spécialistes, mais par contre les dispositifs en ligne aussi, comme celui de BPI France dans le cadre de IA Booster. BPI France a toute une université avec plein de webinaires, de présentations sur des focus particuliers, l'IA dans la robotique, l'IA en mode projet. Donc n'hésitez pas à aller dans tous ces supports-là, il y a plein de choses en ligne. Et puis, il y a aussi des choses assez pratico-pratiques avec France Num qui a développé des fiches pratiques et une fiche sur le RAG, dont on a entendu parler tout à l'heure, pour justement sécuriser les données et encapsuler les données de l'entreprise dans des dispositifs IA pertinents et sécurisés. On a aussi CCI France qui s'engage en 2025 à sensibiliser 20 000 entreprises et en accompagner 750 sur tout le territoire national. Donc, ce sont aussi des interlocuteurs qui sont présents à vos côtés. Pour l'inspiration, on a aussi, dans le cadre du sommet international pour l'action pour l'IA, il y a la DGE qui a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour recueillir des cas d'usage dans les entreprises, alors industrielles ou non, de services. Et tous ces cas d'usage sont rassemblés pour permettre aux entreprises d'aller explorer comment ça s'est passé, quelles technologies ils ont appliquées, quel budget ils ont dû mobiliser pour cela. Et donc ça, c'est aussi très inspirant. Pour l'implémentation, ça peut être intéressant évidemment d'aller vers le dispositif IA Booster pour la partie accompagnement d'IA, où en fait l'entreprise peut être accompagnée par des prestataires spécialisés. Comme l'a dit Pierre en fin d'intervention, le principal carburant, c'est la data, et donc il faut d'abord avoir une expertise sur qu'est-ce qu'il y a comme data dans l'entreprise, quelles sont celles qui peuvent servir pour mettre en place un projet pertinent et qui permet d'avoir le meilleur ROI possible pour l'entreprise. Donc ça, c'est un outil IA Booster. Si par exemple, par contre, vous avez des entreprises qui ont besoin de lever des verrous technologiques et du coup besoin de faire des projets d'innovation avec de la R&D, il y a plusieurs dispositifs qui existent. Alors souvent, le mieux, c'est d'aller voir des agences de développement économique locales parce qu'elles connaissent très bien les dispositifs, les instruments financiers. Chez nous, on peut citer par exemple des partenariats d'innovation qui font des liens entre des labos, des écoles et les entreprises, comme l'ISARA par exemple, ou les dispositifs France 2030 régionalisés, qui sont des dispositifs cofinancés à parité par l'État et la région pour accompagner des dispositifs individuels ou collaboratifs. On a pu, nous, accompagner des entreprises pour financer des dispositifs qui avaient besoin d'IA pour dépasser des obstacles et des freins dans le développement de leur entreprise.
Enfin, on a aussi bien sûr la formation des salariés. Si vous mettez en place un dispositif comme ça, c'est bien d'embarquer vos salariés, pour ça, de les sensibiliser, de les former, d'adapter leurs compétences. Et on a au niveau des départements des DARP, c'est des délégués à l'accompagnement et aux restructurations et au parcours professionnel qui peuvent être sollicités au niveau des départements, au niveau des dettes, et ce sont des personnes qui sont placées au niveau des préfectures de département. Et celles-ci, notamment, pourraient aussi vous relier aux OPCO, qui sont des organismes qui permettent la formation des salariés. Donc, on en cite généralement 2 qui sont en lien avec l'industrie, hein, au CAPTAT pour l'industrie agroalimentaire et OPCO 2I pour l'industrie. Et bien sûr, un autre acteur indispensable, puisque c'est notamment lui qui a servi à cofinancer nos routes vers l'IA. Il y a les EDIH, les Digital Innovation Hub, qui peuvent avoir des dispositifs spécifiques d'accompagnement. On a Minasmart chez nous sur la partie numérique, mais on a aussi Polytronics qui accompagne par exemple toutes les entreprises pour les spécialiser dans les matériaux, notamment plastiques, et qui le DIH œuvre sur une bonne partie de la France. Voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions et disponible pour d'autres. Merci beaucoup Céline. Donc on voit la richesse de dispositifs bien souvent partenariaux qui existent et qui permettent de vous accompagner pour un passage à l'action vers l'IA. Je pense qu'on remettra également un certain nombre de liens vers ces dispositifs sur le site France Num, sur l'article sur notre site dans lequel vous pourrez retrouver la présentation, le replay du webinaire et aussi un certain nombre de vidéos de cas d'exemple que Pierre nous transmettra. Il nous reste 2-3 minutes. J'ai peut-être encore 1 ou 2 questions pour tous les deux. Une question en fait sur qui est est-ce qu'une entreprise, pour pouvoir passer à l'IA, est-ce qu'une entreprise doit avoir un fort niveau de maturité digitale ou est-ce qu'il faut avoir des process bien documentés, est-ce qu'il faut avoir des données, enfin voilà, quels sont un peu les prérequis pour passer rapidement, efficacement à l'IA? Je répondrai grossièrement oui, mais je vais laisser Pierre développer. Merci Céline. Ouais, c'est sûr que par rapport à ça, on peut faire beaucoup de choses avec l'IA. Comme je disais, ça reste une solution, un outil, et qu'il faut adapter à ses besoins. On n'est pas obligé d'avoir un fort niveau de maturité, mais si je donne un exemple, par exemple, si demain vous voulez faire du devis automatisé avec de l'IA et parce que vous produisez des pièces mécaniques, si votre gamme de fabrication elle est manuelle et il n'y a rien qui est renseigné sur les durées, temps d'opération, etc. J'ai beau faire de l'IA, j'arriverai jamais à trouver un système qui va vous donner un devis correct parce que vos gammes d'opération sont pas faites. Par contre, derrière, si vous avez déjà digitalisé vos appels d'offres ou ce genre de choses et que vous avez des supports texte digitalisés et pas juste des screenshots, ben, là, on va pouvoir mettre de l'IA sur la partie analyse de texte. Donc effectivement, il y a des cas d'usage qui sont possibles et après, il y a d'autres cas d'usage qui vont pas être possibles parce qu'il va manquer des données dans l'entreprise ou en tout cas, le niveau de maturité sur ce type de données-là, elle sera pas assez bonne. Merci beaucoup, Pierre et Céline. Alors bon, on a répondu à un certain nombre de questions en direct. On arrive quasiment à la fin de ce webinaire. On a un petit sondage donc pour vous demander si vous avez trouvé ce webinaire utile et le temps que alors, il y a aussi le lien qui s'affiche donc pour télécharger la présentation. Merci Benoît. On rappelle donc que vous retrouverez cette présentation, un certain nombre de ressources sur le site France Num. Voilà. Et on va également donc afficher la page avec le QR code. Donc, si vous souhaitez contacter donc le dispositif Les Routes vers l'IA et notamment les équipes de l'ENE et Pierre, on vous remettra également ce lien sur le site France Num. Et
On vous affiche également les liens vers le site France Num, le lien qui permet donc de revoir ce webinaire ou de consulter les différentes ressources que l'on vous propose ou vous inscrire à notre newsletter. Merci à tous les deux pour ces interventions très riches. C'était vraiment très enrichissant, je pense, pour tous nos participants. Et nous vous donnons rendez-vous le jeudi 3 avril prochain pour un webinaire France Num sur un tout autre sujet qui portera en fait sur les solutions de paiement en magasin ou en ligne que l'on peut utiliser pour son entreprise. Merci à tous, à très bientôt. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous.